à Guy Astoul. Guy Astoul, qui est membre de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne et qui est surtout chercheur associé en histoire à l'Université de Toulouse Le Mirail, qui a enseigné l'histoire pendant un moment à l'IEFM de Montauban. Et nous allons faire un bond dans le temps de plusieurs siècles, parce qu'il va nous entretenir d'un des derniers abbés de Moissac, le cardinal Loménie de Brienne, face à la contestation. Alors attends, il faut que je trouve mon diaporama. Alors évidemment, on est très loin de la présence spirituelle de l'abbatiale, dans la mesure où, vous le savez tous, l'abbaye a été sécularisée en 1626 et cette abbaye a été divisée en deux, la manse abbatiale, donc qui revenait à un abbé, et la manse capitulaire qui revenait à un chapitre. Et de ce coup, donc, et de ce fait, effectivement, lorsque... C'est lequel? Alors, c'est lequel, oui, effectivement, bonne question. Normalement... C'est dans Brienne. Voilà, oui, Brienne. C'est dans le dossier oui. Brienne. Oui. Et Brienne là, et là, ici. Voilà, ici. Ah, c'est bon, ça marche. Ça charge. Voilà. Nous y sommes. Voilà, donc, effectivement, Étienne Charles de Loménie de Brienne a été le dernier abbé de Moissac. C'est une titulature, finalement, qui est, je vais l'expliquer pendant cet exposé, plutôt virtuelle, dans la mesure où il n'avait plus aucune charge d'âme, ni aucune charge d'officier dans le cadre d'une abbaye. C'est un titre. Et comme l'a fait remarquer tout à l'heure l'abbé Georges Passerat, effectivement, on est dans un système qui est tout à fait particulier depuis le Concordat de 1516, depuis le Concordat de Bologne, où canoniquement on pouvait être à la fois archevêque de Toulouse et abbé de Moissac, ce qui manifestement n'était pas possible au Moyen-Âge, sauf exceptionnellement pour de Bredon, comme cela nous a été expliqué. Alors, je vais évidemment évoquer là l'avis d'un homme qui est très controversé et qui a laissé dans l'histoire beaucoup d'avis très divergents sur lui. Et effectivement, on va voir que son rôle en tant qu'abbé de Moissac a été assez lointain, même si l'a pu laisser dans cette ville de bons souvenirs, et en particulier la présentation qui en a été faite par André Calvé dans son histoire des rues de Moissac, évidemment, dresse de lui un portrait très flatteur, qui en fait un bienfaiteur de la ville, qui est sans doute assez loin des réalités. Alors, je vais rapidement expliquer comment, effectivement, Loménie de Brienne a été confrontée à des contestations qui ont été racontées d'ailleurs par Chantal Freiss dans son histoire de l'abbaye de Moissac, ici, et qui ont été surtout racontées d'ailleurs par un étudiant qui a fait un excellent travail de maîtrise sur l'abbaye de Moissac. Alors, Loménie de Brienne est devenu archevêque de Toulouse en 1763, et quelques 10 ans après, donc en 1775, il est devenu abbé de Moissac. Il a obtenu là des charges très lucratives, hein, on va en reparler, dont une lui accorde d'importants revenus sans lui conférer de véritables responsabilités, puisque l'abbaye est sécularisée depuis 1626. Que des droits bien réels pèsent sur les paroissiens au profit d'un pouvoir virtuel a de quoi surprendre. Cette situation paradoxale repose sur le traditionnel prélèvement décimaux ou seigneuriaux qui reviennent de droit à l'abbé de Moissac. Très occupé par ailleurs, Loménie de Brienne n'a pas à gérer directement les contestations qui ne manquent pas de survenir
en remettant en cause des exigences de plus en plus mal acceptées à la veille de la Révolution. En bon gestionnaire, il suit attentivement ses affaires et n'a pu que constater les difficultés. Dans quelle mesure les problèmes rencontrés ont-ils pu le faire évoluer par rapport au système des rentes hérité de l'Ancien Régime? Alors, on va voir d'abord que cet abbé de Moissac est un opulent bénéficier et décimateur. Depuis le Concordat de Bologne, la nomination d'un évêque ou celle d'un abbé dépend de l'autorité royale entre 1516 et 1789. Les rois de France ont nommé... Alors, je vais essayer quand même de repérer le temps pour pas trop me laisser entraîner, là. Je repère à ta place. Bon, donc il est 15, j'ai jusqu'à moins 25, moins 25, ouais. moins 25, moins 20. Allez, on va y aller. Donc depuis le Concordat de Bologne, les rois de France ont nommé 416 évêques entre 1516 et 1789. Et ces évêques ont été évidemment choisis dans les grandes familles de la noblesse. Pendant 3 siècles, donc, ils ont doté des courtisans proches du pouvoir, appartenant à de grandes familles, en leur octroyant les revenus d'abbayes sécularisées. Alors, évidemment, ce n'est pas parce qu'ils ont nommé des évêques de grandes familles que ces évêques ont été de mauvais évêques. Beaucoup ont été de bons évêques, surtout au XVIIe siècle, au temps de la contre-réforme. Grâce à la commande, donc ce système de la commande qui donne au roi la possibilité de nommer des évêques, s'opère une sorte de détournement des revenus ecclésiastiques au profit de prélats qui ne sont tenus à aucune charge pastorale. En vertu d'un tel droit, on avait prélevé sur les biens de l'Église des pensions civiles, là je cite un abbé qui était très amer par rapport à ça, des pensions civiles destinées à sustenter une oisiveté et un luxe scandaleux, parfois même à nourrir les bâtards des rois, comme donc le dit l'abbé Jean Gillet dans une biographie consacrée à Charles-Maurice Le Tellier, qui était le fils d'un ministre de Louis XIV et qui a été nommé abbé commendataire d'une abbaye bretonne à l'âge de 9 ans. L'abbaye de Moissac figure au rang des bénéfices les plus lucratifs dépendant d'une nomination royale. 6 abbés prestigieux se sont succédés au XVIIe et XVIIIe siècle et leurs noms illustres témoignent de la manne providentielle que représentaient les revenus de cette abbaye. François de la Valette-Cornusson appartient à une famille, donc c'était le premier en 1626, appartenait à une famille très honorée dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Le cardinal Jules Mazarin est sans doute le bénéficiaire le plus opulent. Il profite de la période de régence où il exerce le pouvoir pour s'octroyer avec l'approbation de la reine-mère l'abbaye de Moissac. Le total des bénéfices ecclésiastiques du cardinal s'élève à 572 000 livres, un revenu extraordinaire. Lui succède un ambassadeur auprès du Saint-Siège, le cardinal Marie-Renaud d'Este. Celui-ci laisse la place à Jean-François d'Estrades, fils d'un maréchal de France, bien vu à la cour et neveu de l'évêque de Lectoure. Enfin, Jean-Louis de Gontaut-Biron régna sur ce bénéfice pendant 59 ans, et c'est à ce Gontaut-Biron que Loménie de Brienne a succédé. Alors, évidemment, Loménie de Brienne est resté donc, le dernier abbé de Moissac avant la Révolution, puisqu'il est resté en poste jusqu'à 1788. Il s'agit de quelqu'un qui, évidemment, par sa personnalité... Alors, évidemment, j'ai oublié de faire suivre mon... C'était quelqu'un donc, qui, par sa personnalité, a été un petit peu en marge de l'esprit de l'Église. C'est un homme des Lumières qui croit au progrès, il est très cultivé, il acquiert une riche bibliothèque contenant des inclunables de valeur. On lui reproche d'être plus près des philosophes que du christianisme, très pris par le monde et peu par la religion. Pire, on l'accuse de n'être même pas croyant. Lorsque l'archevêché de Paris devient vacant, le roi Louis XVI aurait rejeté sa candidature en déclarant « Il faudrait au moins que l'archevêque de Paris crût en Dieu ». Voilà, donc vous vous doutez que ce discrédit à l'égard des convictions religieuses de Loménie ont été répandus comme une sorte de légende noire à son égard.
je serais peut-être moins intransigeant par rapport à ça. Il faut dire que l'hominie de Brienne a été l'objet de très très vives critiques dans l'Église à partir du moment où, en 1789, il avait pris le parti de la constitution civile du clergé, ce qui a évidemment contribué largement à sa légende noire au sein de l'Église qui a voulu prendre le parti contre-révolutionnaire. L'hominie de Brienne obtient la première charge d'évêque de Condom à 33 ans, puis en 1763, donc, il est nommé archevêque de Toulouse, où il fait entreprendre des travaux d'aménagement, notamment le canal qui porte son nom. S'il est considéré comme un excellent gestionnaire, un économiste talentueux, proche des physiocrates, il est dénoncé par ses détracteurs comme l'avide chasseur de prébendes. Outre les revenus de son archevêché et de Moissac, il cumule les bénéfices des abbayes de Saint-Bandry en Normandie, de Moreil en Vendée, de Corbie en Picardie et de Basse-Fontaine, à Brienne en Champagne où se trouvent les biens de sa famille. Dans ses mémoires, Jean-François de Marmontel s'intéresse longuement à l'hominie de Brienne lors de sa nomination comme contrôleur général des finances par Louis XVI en mai 1787, lorsqu'il a pris la succession de Calonne. Et il est connu évidemment dans l'histoire du XVIIIe siècle pour avoir été le dernier ministre avant la Révolution. Alors dans ses mémoires, donc, Marmontel dresse de lui ce portrait sans complaisance. Naturellement fin, délié, pénétrant, il ne savait ni ne voulait cacher l'intention de l'être. Son regard, en vous observant, vous épiait. Sa gaieté même avait quelque chose d'inquiétant. Et dans sa physionomie, je ne sais quoi de trop rusé, disposé à la méfiance. Du côté du talent, une sagacité qui ressemblait à l'astuce, de la netteté dans les idées et assez détendue mais en superficie. Quelques lumières mais éparses, des aperçus plutôt que des vues, un esprit à facettes, si je puis m'exprimer ainsi, et dans les grands objets, de la facilité à saisir les petits détails, nulle capacité pour embrasser l'ensemble, du côté des mœurs, l'égoïsme ecclésiastique dans toute sa vivacité et l'âpreté de l'avarice réunie au plus haut degré à celle de l'ambition. Donc on le voit, Marmontel ne l'a pas ménagé dans ce portrait, mais là aussi, ce n'est pas parce que Marmontel le dit que c'est vrai, il y a certainement un petit peu de vrai dans cette description qu'il en fait. Ce qui est sûrement vrai, c'est qu'il était extrêmement cultivé, en tout cas beaucoup plus qu'il ne le dit. L'hominie de Brienne a laissé un souvenir positif de son abbatiat à Moissac de 1775 à 1788, même s'il y vint rarement. Sa nomination comme abbé est bien accueillie par les conciles moissagais qui se réunissent le 29 juin 1775 et décident de lui adresser leurs félicitations. Lorsqu'il se rend dans son abbaye pour en prendre possession en octobre 1776, on le reçoit en grande pompe. Il a contribué à la restauration des bâtiments abbatiaux en très mauvais état et surtout on lui doit le rehaussement de la route reliant Moissac à Castel-Sarrazin afin de la rendre insubmersible et à l'abri des inondations. Nommé par le roi à la charge de contrôleur général des finances, donc il démissionne de sa fonction d'abbé en 1788 et les consuls se réunissent de nouveau afin de le supplier de bien vouloir continuer d'accorder sa protection à la ville de Moissac. En guise de reconnaissance, le consulat décide de donner le nom de promenade de Brienne à un boulevard qui venait alors d'être achevé à l'ouest de l'ancien monastère. Et ce boulevard, je l'ai vérifié sur le calendrier de la Poste, existe toujours à Moissac. Il est au nord de l'église, enfin à l'ouest et au nord de l'église abbatiale. Lorsqu'il démissionne de ses fonctions à Toulouse et à Moissac à la veille de la Révolution, le chapitre abbatial est composé d'un abbé, de 13 chanoines, de 4 hebdomadiers, de 13 prébendiers. En novembre 1790, lorsque ces 27 religieux du chapitre déclarent leurs revenus, les chanoines ont 4 000 livres, les hebdomadiers 2 000 livres, les prébendiers 1 300, autour de 1 300. Pourtant déjà très confortables si on les compare à la portion congrue, ces revenus ne sont rien à côté de ceux de l'abbé, qui atteignent 126 700 livres, soit 31 fois le revenu d'un chanoine et 220 fois ceux des curés à la portion congrue, sachant que ces ressources ne représentent qu'une partie de l'ensemble des revenus qu'ils cumulent pour les autres fonctions, souvent honorifiques, qui livraient rien. Les possessions de l'abbaye sont immenses et géographiquement dispersées dans tous les milieux de la France, et même au-delà, et elles assurent une opulence fabuleuse
à l'abbé et à son chapitre depuis que l'abbaye est sécularisée. L'ensemble des revenus abbatiaux s'élève autour de 250 000 livres. Il constitue un des plus colossaux bénéfices ecclésiastiques du Sud-Ouest. L'abbé de Moissac a conservé la collation. Je n'ai pas réussi à trouver la confirmation, mais d'après ce que j'ai lu, ce serait dans les 5 ou 6 plus gros bénéfices qu'il y aurait au titre des abbayes. L'abbé de Moissac a conservé la collation à plus de 80 églises et prieurés sur lesquels il percevait les dîmes, plus beaucoup d'autres avantages. Voilà. Alors, des contestations dans les seigneuries dépendantes de l'abbaye. Ces contestations, elles ont été racontées très souvent parce que, évidemment, on sait que à la veille de la Révolution, il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé... Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, si, c'est bon. Alors, on sait qu'à la veille de la Révolution, il y a eu tout un mouvement qu'on appelait la réaction féodale. Il s'agit effectivement des contestations des droits seigneuriaux. Ce que j'ai découvert et sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis une douzaine d'années, c'est qu'il y a eu aussi des contestations des droits décimaux, des dîmes, un mouvement qui est relativement peu connu, mais que j'ai beaucoup étudié et que j'évoquerai tout à l'heure. Effectivement, l'hominide de Brienne était seigneur, il disposait de 4 fiefs, le fief de la ville de Moissac, sur lequel il avait des droits de seigneurie, mais surtout les fiefs de Saint-Nicolas de la Grave, d'Escatalins et de Boudou. Et ces fiefs étaient très lucratifs pour lui, puisque cela représentait à peu près le tiers de ses ressources. Alors, voilà, donc la tutelle sur la ville de Moissac a été remise en cause par un arrêt du Conseil royal en 1671, puis elle a été rétablie au XVIIIe siècle. En tant que co-seigneur, l'abbé de Biron obtient en outre du Conseil du roi en 1768 l'autorisation de nommer le maire de la ville un an sur 2. L'abbé dispose traditionnellement de droits de pêche sur les eaux du Tarn, d'un droit de pied fourchu qui doit être payé par les bouchers de Moissac sur la viande bovine, et les droits de lods et ventes sur toute la juridiction. Il s'agissait de lois qui étaient payées sur les transactions immobilières. Dans les autres seigneuries, comme celle de Saint-Nicolas de la Grave, l'abbé profite de nombreux biens fonciers, de métairies, des prés, des terres au bord de Garonne ou des îlots, et il prélève des redevances, droits de forge et lods et ventes. C'est aussi le cas à Escatalins, avec en plus un droit de péage pour le passage de la Garonne vers Cordes-Tolosane et des revenus sur la forêt. À Boudou, seuls les lods et ventes sont prélevés au titre des rentes seigneuriales. Les rentrées d'argent provenant de ces rentes restent plutôt faibles en comparaison des dîmes, mais si on y ajoute les revenus des terres sur tous les fiefs, cela représente 20% des ressources de l'ensemble de la manche abbatiale. L'abbé de Moissac en but à la République de Saint-Nicolas de la Grave, alors ce cas évidemment est assez mérite d'être raconté. Donc l'archevêque de l'Homilie de Brienne a entrepris sous la houlette d'un régisseur à Poigne qui s'appelle Bertrand Cassanis de dresser de nouveaux terriers sur ces 3 seigneuries de Boudou, d'Escatalins et de Saint-Nicolas de la Grave. Cette sauveté, créée par l'abbé de Moissac au Moyen-Âge, assurait au XVIIIe siècle près du tiers des ressources de la manse abbatiale, en cumulant les droits seigneuriaux et les droits de dîme, évidemment. Sur les 35 000 livres perçus en 1775, lors de la prise de possession par l'homilie de Brienne de son abbaye, les 2 tiers représentent une ponction énorme des revenus des habitants en dîmes, banalités et autres droits seigneuriaux. Lors de la confection des terriers, le juge abbatial de Saint-Nicolas, le féodiste, alors les féodistes étaient ceux qui étaient chargés de rédiger et de faire les nouveaux cadastres, les nouveaux terriers, donc qui sont capables d'établir sur le papier les droits seigneuriaux. Alors, donc le féodiste
Fiesal constate de nombreuses usurpations dans les terres de la Manse situées au confluent du Tarn et de la Garonne. Constituées d'îles et d'îlots, entre lesquels serpentent les multiples bras du fleuve, ces terres très fertiles, grâce aux alluvions déposées par les crues coutumières, attirent les convoitises des riverains. Dans leur perpétuelle évolution, liée aux divagations des eaux et à l'érosion, ces propriétés de l'abbaye ont des limites fluctuantes dont profitent les modestes paysans du voisinage en les cultivant ou en amenant leurs bêtes y pâturer. Bertrand Cassanis, le régisseur, leur adresse plusieurs avertissements restés sans effet et il décide d'intenter auprès du juge abbatial une procédure contre les délinquants, ce qu'il appelle les délinquants des îlots et prairies. Bien décidés à ne pas se laisser faire, les usurpateurs ont pris le mort aux dents, selon leur expression, en refusant de restituer les terres divagantes de Garonne revendiquées par l'abbaye. Ils ont alors reçu le soutien de la communauté de Saint-Nicolas, qui a fait front avec eux afin de résister aux 18 assignations prononcées par le juge. Cette communauté, durement pénalisée par les prélèvements abbatiaux, n'en reste pas là et entre dans une phase de contestation tous azimuts. Comble de l'impertinence, s'appuyant sur un nouveau cadastre, les consuls de Saint-Nicolas décident d'imposer la taille sur tous les biens de l'abbé possédés dans la juridiction, en considérant que ces terres n'étaient pas nobles. Dès 1777, le collecteur exige le versement de 436 livres d'impôt royal aux grandes dames de Cassanis, qui se lancent dans un procès afin de réclamer la restitution de cette somme jugée indue, conformément à l'usage. Je vérifie là. Bon, ça va. Ça va. Alors, conformément à l'usage, où en étais-je donc? Il entend prouver en fournissant toutes sortes de documents que ces terres sont nobles et n'ont pas à payer d'impôts. Remonté contre ces exactions, il ne décolère pas et s'exclame qu'il allait étriller la République. Bien décidé à en découdre, la rébellion de la communauté se poursuit sur d'autres fronts. En mars 1779, l'Assemblée des habitants est résolue à racheter la haute justice de Saint-Nicolas, qui n'était détenue, selon elle, qu'à titre d'engagement par l'abbé de Moissac. Par une délibération, elle demande à l'intendant d'Auch l'autorisation d'emprunter l'argent nécessaire afin d'entamer une procédure, ce qui reste sans suite. Bertrand Cassanis, le régisseur, s'oppose avec vigueur à toutes les contestations de la communauté et s'exclame un jour « Cette République est trop riche, elle veut dominer son seigneur et lui faire loi ». Bref, les tensions entre le seigneur abbé et les Nicolaïtes, c'est le nom qu'on donne aux habitants de Saint-Nicolas, tournent à l'affrontement quand ces derniers saccagent les plantations des domaines abbatiaux en y amenant paître leurs troupeaux. Plus grave encore, ils remettent en cause les droits seigneuriaux en refusant de signer les reconnaissances féodales ou en récusant la corvée que le seigneur abbé est contraint de supprimer en 1781. Ulcéré par tant de contestations, Cassanis fait référence aux évangiles pour exprimer son ressentiment. Il faut convenir que les républicains, voilà ce qu'il écrit, il faut convenir que les républicains nicolaïtes nous donnent bien de l'exercice, que cette nation est sortie d'Éphèse et que nous sommes bien autorisés à détester leurs actions, puisque l'évêque d'Éphèse les haïssait et qu'il en fut loué par Jésus-Christ lui-même. Manifestement, alors voilà les possessions justement de l'abbé autour de Saint-Nicolas de la Grave. Vous le voyez, elles étaient la Tachambert représente une partie des terres de la Manse abbatiale, de la Manse capitulaire, dont des chanoines. Tout ce qui est en rose représente les terres qui appartenaient à l'abbaye de Moissac, à l'abbé de Moissac, et on le voit, il y avait ces terres écrites Gélibert ici, qui était le domaine de Gélibert, qui constituait une grande île sur la Garonne, qui est aujourd'hui submergée depuis la construction du barrage de Malone. Alors manifestement, bien entendu, Loménie de Brienne a suivi toutes ces affaires en défendant ses intérêts. Voilà quelques-unes des lettres qu'il a pu adresser et qu'on retrouve aux archives de Montauban.
bon, j'ai pas le temps de m'y appesantir, mais on voit bien qu'une est adressée de Brienne, à Cassanis, une autre est adressée en avril 1776, une autre est partie de Paris en mars 1777, et dans cette lettre de 1777, il se préoccupe évidemment des rentrées d'argent que l'abbaye doit lui verser. Alors, évidemment, les droits décimaux, je l'ai déjà dit, représentent la majeure partie des ressources, et des ressources de l'Église en général, d'ailleurs, sous l'Ancien Régime. Dans le cas précis, il s'agit de droits décimaux énormes, et ces droits décimaux ont souvent été contestés. Alors, je dois le dire, les contestations dans le cadre de mes recherches, en tout cas, que j'ai pu faire sur tout le Quercy en particulier, ne portent pas directement sur l'abbaye de Moissac. J'ai trouvé à peu près une centaine de syndicats, de communautés ou de paroisses ou de particuliers qui contestaient les dîmes et qui remettaient en cause les droits qu'on leur demandait. Dans le cas de l'abbaye de Moissac, je n'ai pas trouvé réellement d'affaires de ce type. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, parce qu'évidemment, trouver ces syndicats dans les registres des notaires est une affaire extrêmement compliquée, puisqu'il faut passer par les contrôles des actes et que cela suppose voilà. Donc, retrouver ces syndicats est une affaire complexe. Cela peut expliquer que je ne les ai pas trouvés pour l'abbaye de Moissac. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les grosses dîmes, c'était ce qu'on appelait les grosses dîmes. C'était les dîmes qui pesaient sur les blés et qui représentaient à peu près les 2/3 des rentrées décimales. Mais dans le cas de notre région moissagaise et castelsarrazinoise, il y a une nouvelle culture qui est pratiquée au XVIIIe siècle, qui est celle du millet, le millet de Turquie, le millet d'Espagne, c'est-à-dire le maïs. Et cette culture représente une part de plus en plus croissante des ressources abbatiales. Voilà, donc là, je vais pas détailler ici tout ce que j'ai noté, mais ce que je peux dire, par exemple, dans le cas de Gandalou, qui était un prieuré dépendant directement de l'abbé de Moissac, un Gandalou qui était la paroisse qui assurait d'énormes revenus décimaux à l'abbé de Moissac. À Gandalou, il s'agit de 200 sacs de millet. Alors le millet était en général calculé en comporte. On parle de sacs de blé pour tout ce qui est blé, c'est-à-dire blé, orge, etc. Et pour le maïs, à cette époque-là, on le calculait en comporte. Et donc, dans la comptabilité qu'on peut trouver aux archives concernant tous les biens de l'abbaye, on peut voir que c'était des comportes qui étaient livrés. Alors, dans le cas de Saint-Sauveur, pour avoir un comparatif, il y a 200 sacs de millet, ce qui est déjà énorme. 200 sacs, c'était une quantité qui était très grosse, et 258 sacs de blé froment. Autrement dit, on a là affaire à des rentrées de dîmes colossales, parce que les sacs de blé, c'était autour de 50 ou 60 kilos. Et parfois plus. Alors, afin de prélever les dîmes dans les paroisses, le régisseur est amené au nom de l'abbé à passer des baux d'afferme qui donnent lieu à une procédure d'appel dans toute la contrée parce qu'ils intéressent au plus haut point les hommes d'affaires. C'est ce que constate Olivier Guiral dans sa maîtrise. Effectivement, les rentrées décimales rentraient à cette époque-là dans cette espèce de système commercial de type un peu capitaliste qui faisait que c'était une rente très très importante.
Je crois qu'on n'a sans doute pas assez dit que ce qui constituait la rente à la veille de la Révolution, c'était à la fois la rente seigneuriale, mais c'était aussi la rente décimale qui était quelque chose de très important dans le commerce régional. Alors, l'appel aux affaires m'engage une opération publicitaire d'envergure dans tout le pays des Trois-Rivières pour ce qui concerne les affaires de l'abbaye. On procède aux annonces du jour des enchères par tous les moyens possibles. Par exemple, le trompette et afficheur de la ville de Montauban certifie avoir lu, publié et affiché les placards au coin de la place Royale et autres coins accoutumés de la présente ville et faubourg. Annonce a été faite dans tous ces lieux les 10 et 11 et 18 mai, et il est probable que la même réclame est faite dans toutes les villes. Alors, évidemment, j'ai une affiche là qui témoigne de l'importance que pouvaient avoir ces appels aux fermes de l'abbaye royale de Moissac. L'appellation d'abbaye royale, évidemment, tient au fait que c'est effectivement le roi qui nomme l'abbé. Je crois que c'est la seule justification à cette appellation, qu'on ne retrouve pas par ailleurs, il me semble. En tout cas, cette affiche de grand format est placardée sur la porte des églises dans toute la contrée. Elle stipule que les enchères ont lieu le mardi 20 mai 1777 à 9h dans une salle de l'auberge des Trois Rois à Castelsarrasin. Bon, on peut le lire au bas de cette affiche. Il sera procédé à l'adjudication pour 6 années au plus offrant et dernier enchérisseur de tous les droits de dîme appartenant à l'abbé de Moissac dans les dimères de Saint-Nicolas-de-la-Grave, d'Escatalins et de Gélibert. Donc on le voit, la gestion de ces baux d'affaires est très importante s'il se produit de mauvaises récoltes, les risques peuvent ne peser que sur les fermiers. Or là, dans le cas de Moissac, c'était le cas, alors que dans d'autres terres, comme celle du chapitre de Montpezat, les cas fortuits étaient pris en charge par le chapitre si cela se produisait. Alors, bon, je vais aller vite pour terminer. Ce qu'on peut dire, c'est que les quelques affaires de contestation qu'on peut retrouver dans les archives, en tout cas dans l'inventaire des archives de Moissac, portent précisément, par exemple, sur ces habitants du prieuré de Saint-Loup, au diocèse de Condom, qui sont en procès contre la mense du chapitre de Moissac parce qu'ils refusent de payer la dîme du vin. Cette rebrouille se termine par un accord conclu entre le prieur et le dit chapitre. Alors, il y a eu d'autres affaires qui méritaient d'être racontées, mais là, je n'ai pas le temps. Ce que je voudrais dire, c'est que, en guise de conclusion, c'est que le cas de l'abbaye de Moissac témoigne plus que d'autres des dérives du système bénéficial. Cette abbaye si prestigieuse au Moyen-Âge a progressivement décliné au cours du XVIe siècle, sombrant dans une décadence qui a conduit à la sécularisation en 1626. Les revenus déjà séparés en deux menses depuis 1538 restent partagés entre un abbé nommé d'autorité par le roi et une mense du chapitre. La mense abbatiale qui conserve l'intégralité de ce revenu revient à un prélat qui n'a aucune obligation de résidence ni aucune contrainte liée à son abbatia, qui de ce fait devient virtuelle. La commande permet au roi de désigner un abbé selon son bon vouloir, sans aucun contrôle apostolique, si ce n'est a posteriori. Que des revenus colossaux puissent être ainsi attribués sans aucune obligation pastorale, ni aucune contrainte, continue d'être surprenant. L'hominie de Brienne a brigué les honneurs, autant que les revenus afférents aux charges dont il a bénéficié. Succédant à Calonne, sur l'insistance de la reine, il est devenu contrôleur des finances en 1787. Il est nommé archevêque de Sens et l'année suivante cardinal. Comme d'autres archevêques, par exemple Jean-Georges Lefranc de Pompignan, il s'est engagé au début de la Révolution dans la voie d'une réforme radicale du système de gestion des affaires de l'Église. Il a pris fait et cause pour la constitution civile du clergé, ce qui lui a valu d'être destitué de son titre de cardinal. On peut s'interroger sur cette évolution. Pour ma part, et je vais conclure là-dessus, j'y verrai deux raisons. La première raison, ce serait la conviction que le système de gestion était devenu ingérable
et la volonté de conserver un certain consensus de la société. Il n'a pas échappé aux évêques que le mécontentement à l'égard des injustices de l'Église avait atteint son comble en 1789. Je vous remercie.